Bonjour. Alors cette vidéo aujourd'hui à l'attention des groupes de psychologues que j'ai en supervision à propos des troubles anxieux et notamment à propos des expositions, des stratégies d'exposition dans les troubles anxieux, mais également à toute personne qui souffre de TAG, ce fameux trouble d'anxiété généralisée, cette fameuse maladie qui consiste à se faire du souci, à s'inquiéter pour tout et pour rien, dont le fonctionnement est assez complexe, mais que je vais essayer aujourd'hui de simplifier pour vous. Et donc, dans le trouble anxieux généralisé, on va avoir en général des personnes qui sont dans deux groupes de comportements différents. D'un côté, on va avoir des personnes qui sont dans des stratégies plus d'évitement, éviter tout contenu en lien avec leur anxiété, et puis d'autres qui vont être plus dans des stratégies de contrôle, essayer de contrôler le danger et de confrontation. Et donc, pour ceux qui sont dans les stratégies d'évitement, ils vont avoir tendance donc du coup à éviter complètement les sujets de discussion, les lieux, tout ce qui pourrait en fait leur évoquer leur thématique anxieuse, ou soit dans le réel, ou soit pratiquer ce qu'on appelle l'évitement cognitif, c'est-à-dire chercher à se distraire, à s'auto-rassurer ou à banaliser finalement la menace. Tandis que ceux qui sont plus dans des stratégies de contrôle et de confrontation vont, eux, avoir tendance à ruminer en boucle tous les risques dans leur tête, de façon à être mieux préparés, à trouver des solutions, à vérifier, à scruter sans cesse l'apparition de la menace et à prendre toutes les précautions possibles pour s'en prémunir. Et il se peut que certaines personnes en fait, se retrouvent dans les deux groupes en même temps, en fait, étant plus dans l'évitement par rapport à une thématique de souci et plus dans la confrontation par rapport à une autre thématique de souci. Et il se peut aussi qu'ayant été tout au long de leur vie dans la confrontation anxieuse et le contrôle, et qu'ils en soient arrivés à un tel stade d'épuisement, voire même d'aggravation de leur trouble anxieux généralisé, bien que finalement ces personnes soient par la suite passées dans le camp de l'évitement, par rapport aux mêmes soucis. Prenons l'exemple d'une personne qui a fait des recherches internet nombreuses à chaque fois qu'elle avait un petit symptôme physique, si elle a peur des maladies. Et cette personne aura pu tomber sur des contenus finalement tellement anxiogènes qui a aggravé leur tag, qu'elle soit ensuite passée finalement dans le camp de l'évitement de tout contenu média en rapport avec la maladie. Donc si vous faites partie du premier groupe de personnes et que vous utilisez massivement l'évitement, vous cherchez sans doute fréquemment à vous rassurer, alors soit auprès de proches, soit en pensée, en faisant de la pensée positive, en essayant de banaliser ou de rationaliser. Alors, si certaines pensées positives sont en fait clairement irrationnelles, comme « mais non, je sais qu'il ne va rien m'arriver », alors que vous en conviendrez, on ne peut avoir absolument aucune garantie que le pire se produira, mais on peut non plus avoir aucune garantie qu'il ne se produira pas. D'autres pensées sont plus rationnelles, plus réalistes, des pensées rassurantes. Ça peut être « ma psy m'a dit que j'avais un problème d'anxiété et non de dépression, j'ai peur de la dépression, mais en fait j'ai aucun signe de dépression, je souffre juste d'un trouble anxieux généralisé ». Mais là aussi, vous en conviendrez, comme vous ne pouvez absolument pas avoir la garantie absolue que le pire ne se produira pas, eh bien, votre cerveau, l'amygdale, le centre de détection des menaces, je vous fais une sorte de raccourci, mais votre cerveau émotionnel sera tôt ou tard amené à reformuler la pensée que oui, mais et si le pire arrivait quand même? Et cela, en fait, relance le processus d'anxiété et de rumination. Ce ping-pong mental, malheureusement, entre réassurance et puis pensée anxieuse, peut durer extrêmement longtemps et ne s'arrêter qu'à épuisement. Alors, concernant les pensées rassurantes les plus rationnelles, comme ma psy m'a dit que j'avais un problème d'anxiété et non de dépression, j'ai la peur de la dépression, mais j'ai aucun signe de dépression, je souffre juste d'un trouble anxieux généralisé. Ces pensées ont pu être extrêmement rassurantes quand elles ont été entendues, prononcées pour la première fois. Et depuis, le cerveau, en fait, a enregistré ça comme une stratégie utile pour faire chuter l'anxiété. Et même si c'est que momentané, et ça devient un puissant renforcement positif pour ce cerveau des émotions qui, de surcroît, malheureusement, a tendance à confondre abusivement chute de l'anxiété et l'absence du danger. Comme si l'anxiété baissante, en fait, le danger n'est plus là. Mais
Le problème, c'est que le fait de se passer en boucle ces pensées rassurantes, même si elles sont rationnelles, finalement, va leur faire perdre progressivement de l'impact. Moi, j'aime bien prendre la comparaison. Hein. C'est un peu comme des vêtements qui auraient été passés trop de fois à la machine et qui finissent par perdre toute leur couleur, donc de leur efficacité. Et donc, elles sont de moins en moins utiles et efficaces avec le temps et la répétition. Et malgré tout, eh bien, le cerveau déclenche encore et encore ses stratégies, et plus on se répète qu'il n'y a pas vraiment de danger, que tout va bien, et moins on y croit. Ok ? L'anxiété se maintient. Maintenant, si vous faites partie du deuxième groupe de personnes, qui est plus dans la confrontation, dans le contrôle de ce qui vous fait peur, eh bien, vous avez sans doute la croyance que tout est contrôlable dans la vie et doit absolument être contrôlé, qu'on peut anticiper le pire, qu'on doit anticiper le pire pour l'éviter. Vous pouvez aussi avoir la croyance que vous ne pouvez finalement être heureux ou vivre votre vie normalement tant qu'il y a une once d'incertitude sur de quoi demain sera fait. Et évidemment, cette croyance va vous amener à mettre en place de nombreux comportements anxieux comme des vérifications, l'anticipation permanente du pire avec des recherches de solutions au cas où le pire se produirait. Et puis des tas de précautions en fait pour se prémunir du danger et de toute forme d'incertitude à propos du danger. Et dans les deux cas, en fait, que vous soyez dans la confrontation ou dans l'évitement, eh bien, vous souffrez de toutes les manières de cette fameuse intolérance à l'incertitude qui est un maillon essentiel qui maintient le tag et dont on parle aujourd'hui. Quand vous essayez d'éviter le danger en vous rassurant, enfin, d'éviter l'inquiétude en vous rassurant en pensée et que vous faites de la pensée positive, en fait, vous voudriez bien trouver l'argument imparable qui puisse vous rassurer définitivement et ne pas laisser de place au doute. Évidemment, ce qui, comme on l'a vu, est parfaitement impossible. Tandis que si vous êtes dans des stratégies de confrontation, de contrôle, vous avez cette illusion que vous pouvez, par votre comportement, finalement, vous prémunir complètement du pire, avoir un contrôle sur l'avenir. Or, est-ce que c'est vraiment possible ? Est-ce que ces comportements de contrôle, de réassurance, eh bien, ils ont une efficacité réelle sur le problème anticipé ? Voilà la question qu'on va se poser maintenant. Est-ce qu'aller toutes les semaines chez le docteur vous éviterait de déclarer un cancer ? Est-ce que consulter votre compte en banque toutes les 5 minutes ou refaire votre budget de façon incessante vous évitera la banqueroute ? Donc là, vous en conviendrez. Les personnes anxieuses vont dire « quand même, c'est utile ». Là, vous allez m'écouter. Si des précautions raisonnables, c'est dans la différenciation entre précautions raisonnables et précautions excessives. Donc si des précautions raisonnables sont souhaitables, un contrôle médical annuel à partir d'un certain âge, refaire son budget mensuellement, on va dire, ou de temps en temps, toutes ces précautions excessives n'apporteront que très peu d'efficacité réelle sur le problème anticipé, mais alors par contre, elles vont maintenir un surcroît d'anxiété évident. Quant aux réassurances, là vous en conviendrez, c'est beaucoup plus facile à reconnaître qu'elles n'ont aucun impact sur le danger ou le fait que le danger se produise ou ne se produise pas. Et donc, malgré cette inefficacité, vous avez compris que ces lois du conditionnement qu'on vient de décrire feront que votre cerveau aura tendance, malheureusement, à attribuer abusivement l'absence de catastrophe à vos comportements de contrôle, ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Ça, c'est pour les psychologues. Si je ne suis pas en faillite, si je n'ai pas attrapé le cancer, c'est bien parce que j'ai mis en place tous ces comportements de contrôle, c'est bien parce que j'ai été voir mon médecin toutes les semaines, parce que j'ai refait mon budget de façon incessante. Et donc ça renforce évidemment ces stratégies qui maintiennent malheureusement le trouble anxieux généralisé. Donc vous l'aurez compris, ces comportements, on l'a vu, hormis les précautions raisonnables, ne sont pas réellement efficaces pour éviter le danger. Donc, peuvent-ils être une réponse, au moins une réponse efficace face aux inquiétudes dont vous souffrez ? Bon, là, vous en conviendrez encore, depuis le temps que vous vérifiez, ruminez les causes pour trouver les solutions, tentez de chercher des informations pour vous rassurer, aucune information, aucune mesure, aucune solution n'a pu vous permettre de calmer définitivement votre inquiétude. On peut même dire pas du tout, parce que sinon vous ne seriez pas là en train d'écouter cette vidéo. Donc si ces comportements finalement n'ont que peu d'impact sur le risque de danger, et le danger, et aucun sur votre inquiétude, bien, pourquoi se maintiennent-ils ? Bon, je ne vais pas m'y étendre trop longtemps, vous l'aurez compris, comme décrit plus haut, ils permettent de faire baisser ne serait-ce que légèrement l'anxiété à très court terme par une illusion d'efficacité ou de contrôle.
Le cerveau, malheureusement, préfère une gratification qui confond baisse d'anxiété et disparition du danger, préfère une gratification immédiate à très court terme, même si ça maintient l'inquiétude à long terme. Et là, vous allez comprendre un petit peu, si ça vous l'avez bien compris, vous allez aussi comprendre ce qui va être l'antidote finalement du trouble anxieux généralisé et qui va être finalement d'accepter une certaine forme de tolérance à l'incertitude, d'accepter une certaine forme d'incertitude dans votre vie. Ok ? Et c'est ça dont on va parler maintenant. Comment apprendre à mieux tolérer l'incertitude et l'anxiété qu'elle provoque. Et là, vous comprenez que si vous devez accepter une certaine forme d'incertitude dans votre vie, il va falloir accepter aussi une certaine forme d'anxiété à court terme pour lutter contre l'inquiétude à long terme. Et c'est là tout le but des stratégies d'exposition à l'anxiété qui sont très efficaces et que je vous invite à expérimenter, alors pas seul, mais en vous faisant accompagner, si ce n'est pas déjà le cas, par un psychologue qui est formé aux thérapies comportementales et cognitives et qui bâtira avec vous un protocole d'exposition progressive à tout ce qui vous fait peur. En fait, l'idée, c'est de ne rien faire pour contrer l'incertitude et l'accepter. Et bon, vous n'allez pas être invité à lâcher évidemment toutes vos stratégies en une seule fois. Ce serait beaucoup trop anxiogène, ça provoquerait beaucoup trop d'anxiété, proche de la panique. Mais avec le thérapeute, vous allez donc découper votre peur principale en sous-peurs beaucoup plus gérables. Par exemple, si vous avez la peur du cancer, ne serait-ce que visualiser le mot cancer ou le visualiser le regarder, le lire ou le visualiser dans sa tête, c'est pas aussi anxiogène que de voir des images de personnes qui souffrent de cancer, et c'est encore moins anxiogène qu'aller dans un service d'oncologie ou d'accepter finalement une douleur quelque part dans votre corps sans aller immédiatement vérifier si c'est une tumeur ou faire des palpations, etc., etc. Vous voyez là, vous avez déjà un exemple d'une liste d'expositions graduées à votre anxiété et à votre incertitude. Et donc, vous allez d'abord vous y confronter mentalement l'idée que ça pourrait être ça, par des exercices d'exposition en imagination. Et lors de ces expositions, vous allez en fait vous concentrer sur ce qui vous fait peur de façon prolongée, on va dire en moyenne une trentaine de minutes, hein, ça peut durer plus, mais en général, dans mon expérience, c'est à peu près la moyenne, sans chercher à éviter ni à contrôler le danger. Et votre cerveau émotionnel va finir par s'habituer et par reconsidérer une situation en fait qu'il avait étiquetée comme menaçante, il va la réétiqueter comme non menaçante. Il va se dire, ok, j'ai lâché un comportement de contrôle, d'essayer de visualiser ce que je pourrais faire, des recherches de solutions. J'ai accepté d'être confronté à mon inquiétude sans rien faire et finalement, il ne s'est rien passé. Ok, peut-être c'est pas si dangereux que ça finalement. Et donc, ensuite, une fois que vous avez fait ce travail d'exposition en imagination, vous allez dans le réel, vous allez lister patiemment avec votre thérapeute tous les comportements que vous mettez en place dans le réel et vous allez progressivement enlever certaines précautions excessives, certaines recherches de solutions excessives, certaines vérifications excessives. Donc, un à un, vous allez enlever les comportements dans le réel et vous allez vous réexposer à l'incertitude. Voilà un petit peu ce que le traitement du trouble anxieux, ce en quoi le traitement du trouble anxieux généralisé consiste. Mais évidemment, ça peut être un petit peu difficile et pour vous amener finalement à lâcher plus facilement vos comportements anxieux, et si la lecture de ces lignes ne vous suffit pas, eh bien, il va vous falloir absolument travailler au préalable sur vos croyances d'intolérance à l'incertitude. Ces croyances que je dois absolument tout contrôler dans ma vie pour être tranquille, être heureux, etc. Donc, de façon à inclure justement cette fameuse dose d'incertitude dans votre conception de la vie et du bonheur. Et dans cette optique, eh bien, je vais vous proposer ci-après quelques idées, quelques formulations de contre-croyances qui ont été travaillées, que j'ai travaillées avec les personnes que j'accompagne et qui sont aux prises avec un trouble anxieux généralisé et qui incluent la notion d'incertitude comme faisant partie de la vie et de la conception du bonheur. Et c'est des contre-croyances qui pourront vous aider dans ce travail et que vous pourrez enrichir de vos propres contre-croyances. Donc, je commence. Contre-croyance numéro 1. L'incertitude est inévitable et fait partie de la vie. Elle est ce qui rend la vie imprévisible, dans le mauvais côté, mais aussi dans le bon côté des choses. Et à tout vouloir contrôler, j'empêche même l'inattendu de survenir et je me prive des bonnes surprises de la vie. Contre-croyance numéro 2.
je ne peux pas savoir si le pire va se produire ou pas. Pour l'instant, tout va bien. Et à anticiper le pire pour vouloir l'éviter dans le futur, mais en fait, je suis juste en train de me créer une fausse réalité et de le vivre en permanence dans mon présent. Contre-croyance numéro 3. Mon cerveau n'est pas si rationnel que ça. Hein. Il me donne l'illusion de contrôler ma vie. J'ai peur de... Alors vous mettez vos propres peurs. Ça peut être mourir d'un cancer, devenir fou, perdre tout mon argent, être déchu, etc. Mais en réalité, en fait, toute autre chose peut se produire. Je peux mourir d'un accident là, en sortant dans la rue, ou déclarer un Alzheimer et perdre la tête. Ainsi, si je voulais vraiment être à 100% rationnel, eh bien, je devrais anticiper absolument tous ces dangers et mettre en place des précautions pour m'en prémunir. Ce qui, vous en conviendrez, serait impossible pour un simple être humain. Et pourtant, je n'ai pas peur de mourir d'un accident ni de déclarer un Alzheimer. Contre-croyance numéro 4. Si ça se trouve, c'est du positif qui va arriver pour moi et dont je ne pourrai jamais profiter parce que je suis sans cesse en train d'anticiper le pire et de scruter son apparition. Je ne serai même pas en capacité de remarquer ce positif. Contre-croyance numéro 5. Et si mon destin est de mourir tranquillement dans mes vieux jours, eh bien, j'aurais passé ma vie à vivre dans l'idée et la peur que j'allais mourir du cancer. Bien, en fait, j'empêche même mon destin en créant uniquement ce que je connais déjà, un scénario anxieux. Et je me prive de vivre ma vie avec ses hauts et ses bas et d'apprendre de mes expériences. Or, la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à découvrir. Contre-croyance numéro 6. Même si le pire arrive, il ne sera jamais exactement conforme à ce que mon cerveau anticipe. Ne me suis-je jamais inquiétée pour certaines choses, je n'aurai jamais mon examen, je ne vais jamais me remettre de cette maladie, de cette rupture, pour me rendre compte lorsqu'elles se sont produites que ce n'était pas si terrible que ça et que finalement j'étais capable de les gérer. Donc en fait, à quoi bon sert donc de vivre dans cette anticipation du pire alors que si celui-ci devait advenir, eh bien finalement je serais obligée de m'adapter et de trouver des ressources pour faire face. Contre-croyance numéro 7. Bien, si j'attrape un cancer ou une maladie ou tout autre de mes pires catastrophes anticipées, eh bien, peut-être qu'il y a là pour moi une épreuve à traverser qui me rendra plus fort et qui signera la fin de mon anxiété vu que le pire se sera déjà produit. Et peut-être que tout ceci aura un sens finalement et me permettra d'en apprendre plus sur moi, sur la vie, même si dans la réalité j'aimerais bien l'éviter. Contre-croyance numéro 8. Et parce que quand on a un trouble anxieux généralisé, comme c'est peut-être votre cas, on passe beaucoup de temps souvent à se comparer avec d'autres personnes. À quoi me sert de me comparer à X ou Y qui est tombé en dépression, qui s'est suicidé ? Je ne connais absolument rien de son contexte, de ses vulnérabilités personnelles, de ses traumas éventuels, de l'attitude de son entourage, des coups durs qui lui sont arrivés. En fait, on est tous différents et on ne peut en aucun cas réagir de la même manière à un même événement. Et tout ça dépend de tous ces paramètres qui sont propres à chacun. Chacun son histoire, chacun sa façon de composer avec les événements. Moi j'aime bien ce mot tissage, chacun son tissage entre ce qu'il est et ce que la vie lui apporte. Personne ne peut savoir quel sera mon tissage à moi. Et là je vous invite à mettre sur pause cette vidéo et de peut-être compléter cette liste par des idées qui vous viennent ou de faire une phrase synthèse de ce qui vous a plus convaincu dans toutes ces idées-là et de le reformuler à votre manière. Et cette contre-croyance d'intolérance à l'incertitude sera ce qui vous aidera à vous exposer et à une certaine dose d'incertitude dans votre vie et durant les exercices d'exposition que vous ferez avec votre thérapeute. Bon, évidemment, ce travail cognitif-là, ça c'est un travail cognitif, c'est-à-dire c'est un travail intellectuel sur les pensées et les croyances. Eh bien, il devra être complété par des expositions, donc vous l'aurez compris, à l'incertitude dans le réel, parce que si vous ne le faites pas, bien, ces croyances qui sont des croyances sages, bien, risqueraient de devenir à leur tour, vous l'aurez compris, de simples stratégies de réassurance à se répéter encore et qui ne marcheront qu'un temps et puis laisseront la place à l'anxiété et puis à nouveau au contrôle. Donc seul vraiment le travail d'exposition, enlever les contrôles progressivement en se rappelant de ces fameuses contre-croyances qui incluent la notion d'incertitude,
va vraiment permettre de confirmer durablement et émotionnellement ces croyances de sagesse. C'est-à-dire que ça sera plus seulement des croyances intellectuelles, mais vous allez les ressentir comme justes émotionnellement. Et vous pourrez ainsi prendre conscience que vous pouvez supporter une certaine dose d'incertitude, que vous pouvez gagner en sérénité, ne plus tout contrôler et laisser un petit peu de place pour que l'imprévu vous surprenne agréablement peut-être et finisse par vous convaincre d'accepter la vie avec ses hauts et ses bas, au lieu finalement de produire du pire en permanence en essayant de le contrôler, le futur. Et vous pourrez ainsi, c'est tout ce que je vous souhaite, développer une certaine forme de bonheur plus sage.